Bravo. Bien. Bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Merci de votre fidélité. Bon, c'est très courageux de votre part, je vous en remercie. Et donc aujourd'hui, nous abordons le 6e volet de cette série qui va porter sur la personnalité de l'homme lui-même et sur ses domaines d'intérêt hors de ceux dont nous avons déjà parlé. Alors, vous comprenez que les premiers entretiens, ça a été sur un parcours biographique, disons, tenant compte de toutes les ruptures qui ont pu avoir lieu dans cette carrière et sur des parcours un peu inattendus qu'il a pu avoir également. C'est une personnalité tout à fait à part et donc aujourd'hui on va se pencher pour essayer de mieux la cerner. Alors, commençons par le commencement. Ce qu'on voit en premier, c'est l'apparence physique de la personne. Et c'était un homme qui n'était pas impressionnant par sa morphologie. Il était plutôt frêle, de petite taille probablement. On n'a aucune notion chiffrée de sa taille, mais ce qu'on sait, c'est qu'il était mince et qu'il ne paraissait pas spécialement musclé. Il était élancé, mais il avait une résistance physique assez remarquable, puisque vous avez vu lors de ses explorations tout ce qu'il était capable de faire dans une journée, dans des conditions difficiles, plus que difficiles d'ailleurs, et souvent dangereuses. Après même ces explorations, il a toujours continué à être randonneur dans les montagnes de la chaîne anamitique, etc. Et on en parlera tout à l'heure également. Alors, il avait une barbe. Vous la voyez, la photo d'en haut, elle est bien noire. Dans la photo du bas, elle est un peu plus blanche, ce qui se comprend. Et il avait une figure que des témoins qui ont écrit sur sa vie disent ascétique. Quant à sa tenue vestimentaire, il ne faisait aucune recherche vestimentaire. Et par exemple, à Paris, lorsqu'il était à l'Institut Pasteur, et que pour un jour de l'an, Pasteur et son épouse ont invité un petit groupe de pasteuriens pour le premier de l'an, pour le déjeuner du premier, 1888 exactement. Il était très embarrassé, notre Yersin, parce que s'habiller, il ne savait pas exactement que choisir. Et il a eu la chance d'avoir un préparateur à l'Institut Pasteur qui lui a prêté un queue de pie, puisqu'il fallait un queue de pie. Et il a mis une chemise blanche, un nœud papillon, etc. Et des chaussures noires, pas vernies. Il précise dans une lettre à sa mère, j'ai lu que... Bon. Voilà. Donc une tenue vestimentaire qui, en Indochine, était d'une simplicité biblique, en toile, kaki était sa teinte préférée. Et des espadrilles tout le temps, puisque si vous vous souvenez, la première exploration qu'il a faite, il était parti en espadrille de façon un peu impromptue, en oubliant que dans les sentiers forestiers montagneux, il ne tiendrait certainement pas très longtemps, ce qui a eu lieu d'ailleurs. Bon, il avait un regard, paraît-il, qui était très, très incisif. Et lorsque quelqu'un lui parlait, il avait un regard intimidant, paraît-il. Bon, on sait que ses yeux étaient bleus tout de même, parce que c'est Pardon. C'est noté par un certain nombre de gens qui l'ont côtoyé dans des écrits. Voilà. De façon habituelle, c'était un homme plutôt taiseux. Il ne parlait pas beaucoup, il écoutait, et lorsqu'on le branchait sur quelque chose qui l'intéressait, ça démarrait. Alors, sa personnalité, là, le nombre de mots clés pour un dictionnaire amoureux de Yersin, on pourrait imaginer autant de rubriques sur lesquelles on peut trouver des traces dans les écrits, dans les lettres, dans ses propres lettres ou celles qu'il a reçues. Et voilà, on pourrait donner des anecdotes pour chacun de ces mots.
Bon, ce qui ressort en tout cas de la vie générale, c'est qu'il était toujours très réservé, c'était un solitaire. Il était également très secret. Et sur sa vie personnelle, même ses amis les plus proches ne savaient rien. Et un certain nombre, comme je vous l'ai déjà dit, ont découvert qu'il s'appelait Alexandre lors de son décès. Lors des hommages qui lui ont été rendus, on disait Alexandre, et beaucoup disaient « Ah !» Ils étaient surpris de l'apprendre. Mais ça n'empêchait que cet homme était très ouvert aux autres. Et on peut utiliser le terme d'humaniste, tout en fuyant les mondanités, les honneurs, les réceptions. Et à Nha Trang, comme à Saigon d'ailleurs, il ne participait qu'un minimum de fois à toutes ces réunions sociales. Ça l'ennuyait et il n'était pas à l'aise. Voilà. Alors, il était généreux, humaniste, vis-à-vis des autochtones, des Anamites du village en particulier. Il était extrêmement proche d'eux et, comme je vous l'ai dit, il habitait auprès d'eux. Il était plus proche des cases des Anamites et des pêcheurs que des cases des colons et des fonctionnaires là-bas. Son désintéressement est évident, son honnêteté aussi d'ailleurs. Il veillait à avoir suffisamment d'argent pour développer ses projets. Ça, c'était son obsession. Développer ses projets, acquérir les matériels qui pouvaient lui être utiles à ses exploitations. Ça, il y tenait beaucoup et il était prêt à investir les prix qu'il recevait pour la construction d'une route ou des choses tout à fait altruistes. Son mode de vie, il mangeait peu, beaucoup d'œufs, paraît-il. Bon, j'ai lu ça quelque part. Frugal, donc, dans son mode de vie. Il était extrêmement indépendant et il le dit souvent. Il voulait ne pas être contraint par des obligations. Et sa fuite, puisqu'on peut dire ça un petit peu, lorsqu'il a quitté l'Institut Pasteur de Paris pour partir aux messageries maritimes, il n'avait absolument pas encore de projet précis sur ce qu'il ferait là-bas, en dehors de la première étape de médecin sur les paquebots, mais ne plus être dépendant de l'organisation d'un laboratoire, etc., était quelque chose de très important pour lui. C'était un homme d'action, vous l'avez compris au travers de tout ce qu'on a vu au cours des séances précédentes, et quand il avait un projet, il le menait toujours jusqu'au bout, avec une ténacité, une persévérance, et il était prêt à être casse-pied, entre guillemets, ou à être très sollicitateur auprès des autorités pour obtenir les autorisations ou des financements. Il était également entrepreneur, très entreprenant, parce que, toujours dans le même objectif de réalisation de ses objectifs, il voyait ce qui était nécessaire. Et donc, c'était un esprit d'entreprise dont il n'avait absolument pas honte, au contraire, il voulait qu'il y ait une rentabilité permettant les financements ou permettant d'autres objectifs, par exemple sanitaires pour la quinine, etc. Mais c'était vraiment un entrepreneur. Il a été assez visionnaire parce que dans ses entreprises, penser à la fin du XIXe siècle que l'avenir du caoutchouc était quelque chose d'extrêmement important, il fallait tout de même une certaine perspicacité, parce que bon, les véhicules n'étaient pas si nombreux, et imaginer le développement de l'automobile, c'était tout de même être assez visionnaire. Et puis, on peut dire aussi qu'il a été très aventurier. Souvenez-vous, lorsqu'il a décidé
d'aller explorer ces montagnes qu'il voyait depuis la mer et depuis les ports où le bateau s'arrêtait, et qu'on lui disait que personne n'y était allé, que c'était trop dangereux, lui, il avait envie. Il avait envie de savoir qui était là, comment c'était. Et malgré toutes les difficultés, malgré même des menaces physiques, c'est-à-dire il y avait les animaux sauvages, hein, par exemple, les petits et les gros. Et puis il y avait les peuplades, les Moïs étaient parfois accueillants, d'autres fois assez hostiles, voire même carrément agressifs. Il a été poursuivre des bandits qui avaient attaqué un village. Bon, vous vous en souvenez, il en a d'ailleurs écopé quelques blessures dont il a heureusement guéri. Alors, je ne veux pas être hagiographique, bien sûr. On le reproche trop. Certains qui ont écrit des livres, par exemple, je pense à Pierre Leroux, dit oui, peut-être que ces biographes sont souvent des médecins ou des biologistes, ils sont peut-être un petit peu trop complaisants à son égard. Et donc, ce Pierre Leroux, auquel je fais allusion, a cherché la petite bête pour dire mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière sa personnalité? On en parlera tout à l'heure. Et puis autre critique, alors là, elle qui est évidente, et Roux l'a dit dans une lettre à Paul-Louis Simon, qui était alors à Bombay, et qui avait pris la succession en Inde, qui avait pris la succession de Yersin. Et Yersin, il avait certainement un peu bousculé les gens, trop bousculé les autorités, et il s'était fait beaucoup d'inimitiés, et le pauvre Paul-Louis Simon, qui prenait la suite, a eu bien du mal à redresser la barre. Et il s'est ouvert à cela auprès de Roux, qui lui a répondu dans une lettre cette phrase: avec son tempérament sauvage, il a dû commettre pas mal de maladresses à l'égard des confrères anglais. Voilà, ça dit tout, cette phrase dit tout. Donc c'était un sauvage, et il n'était pas toujours facile à vivre. Voilà. Les liens familiaux ont été pour lui quelque chose d'extrêmement précieux. Dans sa solitude, il avait en fait des liens qui lui permettaient une socialisation, et c'est sa mère qui a été l'ancrage le plus important. Alors, il avait un attachement très profond, et la correspondance qu'il a eue de façon très régulière, donc dans les années d'études c'était 2 ou 3 fois par semaine, après ça a été 1 fois par semaine, et puis après 2 fois par mois, mais enfin jusqu'au décès de sa mère, il a écrit de façon extrêmement régulière, et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de savoir autant de choses sur lui, grâce à ses écrits qui étaient d'une plume assez alerte, assez humoristique, assez précise aussi, etc. Alors, il disait toujours en entrée de ses courriers « ma chère maman », à tout âge même. Et puis, sa signature, avant de signer Yersin, pas Alexandre, Yersin, docteur Yersin, quand il a été thésé, et ton fils, Af. Point. Voilà, ça c'était la formule magique. Sa sœur aînée, 2 ans de plus que lui, il y était également très attaché. Et quand ils étaient enfants, évidemment, ils ne s'écrivaient pas, sauf lorsqu'ils ont été adolescents. Eh bien, dès qu'ils se séparaient, il y avait tout de même des courriers qu'ils s'envoyaient réciproquement, dans certains d'ailleurs, Alexandre, permettez-moi de l'appeler ainsi, demande à sa sœur, qui était en vacances un peu loin de leur lac de Genève, et il lui dit: pour ma collection d'insectes, si tu trouves des choses, prends-les, capture-les, je t'explique comment faire.
et il décrit dans sa lettre la procédure pour conserver l'insecte et il lui demandait de les récupérer. Alors sa sœur était une artiste. Elle jouait du piano, elle l'enseignait, elle faisait de la peinture, du pastel, et elle faisait également des peintures sur porcelaine. Voilà. Elle ne s'est jamais mariée, et vous allez voir tout à l'heure, elle a eu d'autres centres d'intérêt ultérieurement. Alors, son frère aîné, lui, 1 an de plus qu'Alexandre, son frère aîné Franck, là, les rapports sont beaucoup plus distants, disons. Ils n'avaient pas une grande affinité l'un pour l'autre, leur caractère était complètement différent. Le frère Franck était très, très joyeux, expansif, social, et en fait, Alexandre n'avait pas grand-chose à discuter avec son frère. Voilà, les sujets, bon. Son frère a été enseignant d'abord, et puis ensuite il est devenu pasteur évangélique dans leur église libre, et il a eu 8 enfants, je crois, donc c'est pas tout à fait Alexandre. Voilà. Abordons maintenant le sujet des autres rapports sociaux qu'il a pu avoir, et celui des enfants est un point vraiment très, très important pour lui, et il en parle souvent dans les courriers qu'il envoyait à sa mère. Lorsqu'il était étudiant à Marbourg déjà, il était très touché par l'enfant souffrant. Et on sent par les paroles qu'il aimait, par exemple, il y avait un enfant qu'il suivait qui était en état de santé très très fragile et dont il sentait qu'il n'allait peut-être pas le rattraper. Lorsque cet enfant est mort, il l'a exprimé dans ses courriers d'une façon émouvante. Alors, ultérieurement, lorsqu'il était à Paris, par exemple, lorsqu'il était aux enfants malades, eh bien, il veillait, il demandait à sa mère de lui envoyer des gravures pour les distribuer aux enfants. Bon, c'est un exemple montrant l'attention qu'il avait. Lorsqu'il était en vacances à Morges, il aimait côtoyer les enfants du village et fabriquer pour eux et avec eux des cerfs-volants. Les cerfs-volants, vous verrez, ça lui servira dans d'autres usages lorsqu'il est à Niatrang. Un autre épisode montrant son attention, lorsqu'il était à Paris, encore étudiant, pas encore à l'Institut Pasteur, un soir il rentre dans sa petite chambre de la rue Madame, et là, dans la rue, il assiste à une scène où un gamin, qui devait avoir 7-8 ans, s'est reçu un coup de fouet par un commerçant qui était agacé des jeux des enfants trop près de son étal ou quelque chose comme ça. Et un coup de fouet, clac, l'enfant avait été blessé à l'œil. Donc Yersin assiste à cela, il emmène l'enfant aux urgences de l'Hôtel-Dieu, où il était donc étudiant, il le fait soigner, et puis il tient à raccompagner l'enfant à son domicile. Alors il découvre la misère de ce Paris central, avec un galetas tout en haut d'une vieille maison, un père qui est seul parce que son épouse est décédée, un lit unique où tout le monde dort, les petits et les grands, et donc ému par cela, il a essayé de soutenir cet enfant en venant le voir pour l'évolution, pour expliquer au père comment appliquer les pansements, etc. Et ensuite, il a essayé de l'aider également, c'est-à-dire de lui trouver une place aux apprentis d'Auteuil, qui existaient déjà à cette époque. Et il est très critique à leur égard, parce que là, à l'époque, ils avaient un certain nombre de places, et donc il n'a pas pu obtenir de place pour lui, et manifestement, il n'a pas reçu le soutien qu'il attendait. Et puis bon,
il a essayé et après l'enfant n'est plus revenu, il l'a perdu de vue. An Nha Trang, il avait également une excellente réputation auprès de toute la population et les parents laissaient évidemment leurs enfants aller chez lui où il les accueillait à certains jours, 2 fois par semaine, hein, on en a parlé déjà. Il leur montrait des films, des photos, il leur expliquait le ciel également quand il a eu son équipement astronomique, et il leur montrait à sa lunette astronomique les étoiles, etc. Voilà. Encore une petite anecdote qui est beaucoup plus tardive, qui est une jeune enfant qui devait avoir 8 ans, 7-8 ans, quelque chose comme ça, Marguerite Gallois. Ses parents travaillaient pour Yersin. Les Gallois étaient donc administrateurs, etc. Et donc au Homba, vous avez vu que c'était loin, que c'était haut dans la montagne, qu'il y avait quelques chalets, etc. Et donc Yersin vivait tout de même à part. Sa maison, vous l'avez vu, elle était en haut de la montagne avec une vue magnifique, mais il était assez à part, et pour aller le voir, fallait lui demander tout de même, fallait s'annoncer, voilà. Et vis-à-vis de cette petite Marguerite, dont il a été le parrain d'ailleurs, il y a une phrase qu'elle cite. Cette Marguerite Gallois a vécu de nombreuses années, donc dans les années 2010, etc. Elle a une interview et elle raconte ça. Et elle raconte l'admiration qu'elle avait pour cet homme, sa gentillesse à son égard, et elle cite une phrase qui lui était restée marquée dans la mémoire. Il lui avait dit « Prêtez-moi », vous voyez les enfants, hein, tout de même, toujours la distance, « Prêtez-moi vos bécassines, je vous prêterai mes Jules Verne ». Voilà, bon, ça montre quel type de rapport il était capable d'avoir et quelle gentillesse il était capable d'avoir. Alors, vous m'avez posé des questions, une certaine fois, et les femmes, on n'en a pas beaucoup parlé des femmes. Alors, parlons-en, parlons-en. Et la première chose qui est relevée par beaucoup de biographes, c'est de dire qu'il était misogyne. Bon, c'est peut-être un peu rapide, mais dans son enfance tout de même, à la maison des Figuiers, au bord du lac Léman, dans cette maison qui accueillait donc 15 ou 18 jeunes filles de bonne famille pour les éduquer, etc., et leur apprendre les bonnes manières, et puis tout ce que devait savoir une jeune fille future épouse. Et il devait être jaloux, je pense. Lui, le petit, le gamin, vis-à-vis de ces grandes jeunes filles, qui attirait l'attention de sa maman, il devait être jaloux, je pense. Et du coup, il les a désignés longtemps comme des guenons. Bon, c'était pas très sympa, mais donc ça permet à ces biographes de dire c'est tout de même un misogyne terrible. Voilà. Alors, il y a tout de même d'autres événements. Par exemple, quand il était étudiant à Marbourg, il avait un ami qui était également étudiant en médecine, avec qui il sortait souvent faire des balades, etc. Et qui, une fois, lui a dit « Viens, j'ai invité des jeunes filles. » À l'époque, hein, bon, et lui, apprenant ça, il a dit oh, non, et à sa mère, il a dit non, j'ai refusé, il y avait des guenons qui allaient venir. Bon. Donc, il en restait tout de même quelque chose à un âge un peu plus avancé. Voilà. À Paris, il s'est plaint qu'il y avait des jeunes filles qui, tout de même, sur les bancs, etc., bon, ça le gênait d'être à côté de filles. Bon, en revanche, pour contrecarrer cette accusation de misogynie, un peu plus loin, il prend la défense d'une étudiante qui, pour le concours de l'internat, qu'il juge avoir été maltraitée par le jury parce qu'elle avait fait une performance
bonne, à son avis, et qu'en fait, on a donné le poste à un étudiant mâle qui, lui, était nettement moins bon. Et donc ça l'a choqué. Notion de la justice. Et donc là, la misogynie n'intervenait absolument pas. Il trouvait normal qu'une jeune femme puisse être supérieure à un jeune homme qui peut-être avait beaucoup moins travaillé. Voilà. Alors le contexte de l'époque, bien sûr. Alors au sujet du mariage, vous m'avez posé la question, et oui, il y a pensé, et il en parle dans certaines lettres. Alors la première femme à laquelle il aurait éventuellement bien envisagé avec qui il aurait bien volontiers convolé, il écrit dans une lettre à sa mère en décembre 88 « Mes pensées au sujet de mademoiselle Mina sont toujours les mêmes. C'est la seule femme que je connaisse qui m'inspire assez de confiance pour songer à une union. » C'est pas un enthousiasme de passion dévorante, hein, mais enfin bon, il y a une rationalité tout de même et une acceptation de l'idée. Je la connais depuis longtemps, je suis habitué à elle, et peut-être elle un peu à moi. Bon, elle sait que je suis un ours. Voilà, là, il a un regard sur lui-même qui est tout de même intéressant. Si cet ours ne l'effraie pas, je crois qu'il s'apprivoiserait en sa compagnie. Je te serais bien obligé de sonder le terrain. Alors, il était déjà parti à Paris, hein, il écrit à sa mère, et Mina est donc à Morges, je pense. Et donc, il confie à sa mère la mission de sonder le terrain. C'est mal barré tout de même. Et alors, évidemment, Mina a répondu à la mère un non négatif, radical, pas la peine. Et alors, voilà la réponse que donne dans la lettre suivante à sa mère, Yersin. Je lui suis reconnaissant de sa franchise qui a mis un terme à une situation de mon cœur dont elle ne se doutait pas. Vous voyez, tout de même. Hein, il y avait tout de même... L'affection et l'estime que j'avais pour elle n'étaient pas un de ces amours romantiques et subis tels qu'on se les figure en général. Tu sais que mon amitié pour elle datait de longtemps. Ce sentiment se développait peu à peu en moi. Il était temps d'y mettre un terme. Bon, je ne puis dire aujourd'hui « j'oublierai », entre guillemets, parce que ma situation d'esprit ne me permet pas de le dire. Mais enfin, il faut compter sur le temps, ce grand médecin. Alors là, on se dit tout de même. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, on ne trouve dans ses écrits, dans les écrits d'autres relations, etc., rien qui puisse dire qu'il ait eu des relations féminines. Voilà. Donc, je ne m'étendrai pas plus. Voyons maintenant les rapports qu'il avait des rapports professionnels qu'il avait avec ses collègues et ses supérieurs, évidemment, ceux qui l'ont accueilli dans l'équipe de Pasteur. Alors là, j'ai repris cette phrase, on ne va pas évidemment reprendre le parcours, mais en 1934, voilà ce qu'il écrit. Admis dans le laboratoire de M. Pasteur en 1886, là il était... préparateur de roue, préparateur personnel, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas l'Institut Pasteur qui l'embauchait. Admis donc dans le laboratoire de M. Pasteur en 86, j'ai partagé au jour le jour depuis 50 années, d'abord en collaboration directe et plus tard par correspondance ininterrompue, toutes les émotions, toutes les espérances qui ont marqué le développement de l'Institut Pasteur. C'est bref, c'est concis, mais je trouve que ça dit beaucoup. C'était un réel attachement, c'était pas de surface. Alors d'ailleurs, il a accepté, lorsque Roux et Calbette sont décédés en 1933, ils avaient créé un conseil scientifique de l'Institut Pasteur qui se réunissait une fois par an pour... aborder les stratégies futures, etc. Bon. Et il est venu tous les ans
de Nha Trang à Paris pour cela. Il était fidèle. Donc ça montre l'attachement qu'il y avait. On va parler de 3 personnages qui ont particulièrement marqué sa relation avec l'Institut Pasteur, qui à l'origine était une véritable famille. Le mot famille, il le reprend souvent dans ses écrits, et Madame Pasteur était certainement une cheville ouvrière dans le maintien de cet esprit du petit groupe familial de cet institut. 3 personnes, Louis Pasteur bien sûr, mais on parlera également d'Émile Roux et de Calmette, mais soyez rassurés, je m'arrêterai là, on ne va pas aller, il y en a beaucoup d'autres avec qui il a eu d'excellentes relations. Mais... Alors, les relations avec Louis Pasteur, si vous vous souvenez, la première fois, c'est quand il était étudiant encore à l'Hôtel-Dieu et qu'il avait sollicité un collègue chef de clinique pour l'amener rue d'Ulm pour qu'il puisse rencontrer, voir ce pasteur dont il avait entendu parler et dont il avait lu, je pense, une biographie. On en parlera aussi tout à l'heure. Alors, après ce premier passage, qui a été de la part de Pasteur assez distant et assez froid, il lui a tout de même touché la main, dit-il, donc Pasteur a tout de même daigné lui donner la main. Il est certain que Roux a dû parler élogieusement à Pasteur de son élève Yersin, parce que Pasteur a tout de même eu assez rapidement une attention particulière pour lui. Bon, attention particulière, il a apprécié ses qualités de chercheur, etc. Et puis il l'utilisait aussi un petit peu pour traduire des articles scientifiques de l'allemand qu'il ne parlait pas. Alors, un événement important pour Yersin, qui était donc, tout jeune encore, qui n'était encore que préparateur personnel de Roux, il a été invité chez les Pasteurs pour ce premier de l'an, comme je vous le disais tout à l'heure. Et à cette occasion, eh bien, Pasteur lui a dit à Roux, en tout cas pas directement à Yersin, mais a dit à Roux que quand il aurait sa thèse, il l'embaucherait à l'Institut Pasteur. Voilà, donc ce lien-là a été assez précoce. À ce point que lorsque Yersin, si vous vous souvenez, a assuré le cycle d'enseignement de la microbie technique, qui était le 5e cours que Roux ne pouvait plus assumer puisqu'il était malade. Donc Yersin avait fini par accepter, en se faisant prier, mais en voyant bien qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il était très stressé et assistait Pasteur, Chamberland et tout l'aréopage de l'Institut Pasteur était présent à ce cours de microbie, en plus évidemment de la quinzaine d'étudiants internationaux qui étaient présents, plus les auditeurs libres qui étaient des internes, etc. Et là, Pasteur l'a félicité, directement et indirectement, et ça c'était donc en 90, donc quelques mois avant son départ. Et donc évidemment ça a beaucoup touché Yersin qui ne pensait pas être capable en fait. Je crois que sa modestie faisait que par rapport à Roux qui avait la parole facile, lui, il l'écrit d'ailleurs dans certains documents, dans certaines lettres, il dit oui, Roux lui ça lui est facile. Les mots lui viennent, mais moi, il faut que je travaille dur pour essayer de savoir exactement et d'organiser. Puis d'ailleurs, Roux, il est brouillon, etc. Donc, coup de pied de l'âne, il savait tout de même faire des critiques à son maître, vis-à-vis de son maître. Que dire encore ? Eh bien, Pasteur a soutenu déjà Yersin lorsqu'il a vu qu'il voulait vraiment prendre le large, de façon imagée, mais également réelle, concrète. Et la première lettre de recommandation, pour qu'il puisse
accéder à un poste aux messageries maritimes. Il n'est pas dit que cette lettre ait joué un rôle réel, parce que Yersin avait tout de même contacté aussi d'autres gens par l'intermédiaire d'un cousin, mais bon. Il a eu une première lettre de recommandation qui n'est pas chaleureuse, mais enfin qui est tout de même élogieuse. Mais en revanche, quand au retour de ces 2 premières explorations, il était à Paris pour ces 3 mois, si vous vous souvenez, où il a beaucoup œuvré pour obtenir des missions pour ces 2 missions futures, et des financements en même temps, là, il a eu une nouvelle lettre de recommandation de Pasteur, mais alors là, une lettre chaleureuse. C'était des termes très insistants sur ses qualités. Voilà. Alors, le dernier séjour à Paris que Yersin ait eu, c'était à l'été 1895, et donc quelques mois seulement avant le décès de Pasteur, puisqu'il est décédé en septembre 1995. Et Pasteur était bien fatigué, entre guillemets, et il l'a rencontré, et il s'est fait raconter un certain nombre de ses voyages et découvertes, et surtout, on a emmené Pasteur jusqu'au laboratoire et on lui a mis sous le microscope une préparation de Yersinia pestis, enfin qui ne s'appelait pas encore comme ça, mais du bacille de la peste qu'avait faite une préparation de Yersin. Et Pasteur a été ému et enthousiaste parce que pour lui, c'était un achèvement de sa carrière, de voir qu'un de ses élèves était parvenu à ça. Voilà. Donc, scène émouvante, paraît-il, c'est écrite par des biographes, notamment Noël Bernard. Voilà. Alors, Yersin le rendait bien, cette attention, et il a toujours éprouvé une grande admiration, un grand respect pour Pasteur, et il a été très affligé de son décès, qu'il imaginait tout de même assez proche dans son courrier. Il disait qu'il l'avait trouvé vraiment très très fatigué. Et il n'a pas pu être présent pour les obsèques, mais on voit que c'était quelque chose qui était pour lui important. Voyons maintenant les rapports qu'il a eus avec ce roux dont on a parlé moult fois, Émile, pour les intimes, qui a 10 ans de plus que Yersin, et qui est finalement le premier contact qu'il ait eu, contact fonctionnel en tout cas, qu'il ait eu avec un membre de l'Institut Pasteur, enfin de l'équipe de Pasteur, puisque ça ne s'appelait pas encore Institut Pasteur. C'est donc en salle d'autopsie à l'Hôtel-Dieu, autopsie d'un patient décédé de la rage, qu'il a rencontré Roux. Roux venait souvent à l'Hôtel-Dieu pour travailler, puisqu'ils étaient en contact avec les services qui soignaient les patients mordus. Et il y a eu un feeling immédiat entre les 2 hommes. Roux l'a invité à venir lui rendre visite au labo, et ça a enchaîné ensuite. Il lui a proposé un poste de préparateur personnel qu'il finançait de ses propres deniers. Roux, vous voyez comment ça marchait à l'époque. Quelqu'un de l'équipe de Pasteur avait besoin d'un préparateur, eh bien le circuit court pour le recrutement et le circuit court pour le financement, c'est lui qui a payé de sa poche. Bon. Et puis bon, ça a très très bien marché, et à tel point que les travaux sur la diphtérie que Roux a accepté de lancer alors qu'il n'y pensait pas du tout, c'est à l'initiative de Yersin, et ça a marché puisque ça a fait de très belles publications et un grand progrès dans la compréhension de la maladie et de sa prise en charge. Voilà. Alors, les liens ont été aussi assez étroits. Lorsque Roux est tombé malade, donc vous vous souvenez qu'il avait des hémoptysies, c'est-à-dire qu'il toussait beaucoup, et en toussant il crachait du sang, et on lui avait demandé de rester au repos et de ne plus parler. Et donc évidemment les cours et le suivi du labo
Il ne pouvait plus l'assumer. Et Roux a eu beaucoup de mal à obtenir de Yersin de prendre sa suite. D'abord, il lui avait demandé, avant d'être immobilisé par la maladie, mais il était déjà fatigué, il lui avait demandé de faire quelques-uns de ses cours. Et Yersin avait du bout des lèvres dit oui, et puis après, quand il a été malade, vraiment, il a fallu qu'il le remplace vraiment. Mais, donc, un petit mot sur Roux à cette époque, quand il était malade. Il a été hébergé par le couple des Metchnikov, qui était donc un chercheur russe, qui était parti parce que l'atmosphère en Russie ne lui convenait plus, et qui a trouvé une place à l'Institut Pasteur, où il a fait d'ailleurs des travaux majeurs. Metchnikov, c'est un grand scientifique. Et lorsque Roux, célibataire, est tombé malade, son épouse et lui ont proposé à Roux de le prendre chez eux. Ils lui ont donné leur chambre, qui était la meilleure chambre, et eux étaient dans une autre pièce, et pour être sûr qu'il ait tout ce qu'il lui fallait, ils avaient installé un système de sonnette avec une ficelle. Si jamais il avait besoin, il tirait la sonnette. Bon, je donne ces exemples, mais... Et donc, les échanges de Roux avec ses visiteurs se faisaient par écrit, puisqu'il n'avait pas le droit de parler. Et dans ces écrits, c'est formidable, parce qu'on voit tout ce qui s'est passé dans cette période avec les équipes de Pasteur, où il continuait à diriger les recherches, avec Yersin, puisque c'est notre sujet. Et on s'aperçoit dans ces échanges qui étaient écrits, on n'a que les réponses de Roux, on imagine les réponses, les échanges de la part de Yersin. On voit que Roux a été un soutien important quand Yersin est arrivé dans une période de doute vis-à-vis de son avenir. Il ne se voyait plus continuer dans le travail de labo dans lequel il s'immergeait complètement, sans vie sociale, etc. Et il y a des lignes d'Émile Roux qui sont des conseils, des incitations, des réassurances pour essayer de soutenir ce chercheur brillant qui était un peu défaillant dans sa conviction de chercheur. Et voilà. Donc on voit qu'il y avait un lien très fort. Et ce lien a créé des tensions, c'est-à-dire qu'il y a eu des engueulades, c'est-à-dire que le Yersin ne se laissait pas manipuler. Et il écrit parfois, on a eu 2 heures d'engueulade. Bon. Malgré ces tensions, eh bien, leur amitié, qu'ils décrivent comme fraternelle, c'est eux-mêmes qui le disent, une amitié fraternelle n'a pas été rompue. Et on le voit après, lorsque Yersin prend le bateau pour partir. Il lui écrit une lettre extrêmement touchante, dans laquelle il remercie. Alors Roux lui avait fait un petit cadeau aussi. Alors il le remercie pour son cadeau, il les remercie pour sa... Voilà, il se vouvoie, bien entendu. Mais on sent que Yersin, malgré les engueulades, malgré les tensions, reste très attaché à cet homme. Et à tel point que plus tard, quand il est à Nha Trang, il écrit un jour à Roux « Venez me rejoindre, mon cher Roux, si vous saviez comme il fait bon ici. Jamais trop chaud, jamais trop froid, et une tranquillité parfaite. Et du travail. » Voilà. Alors, pendant toute sa carrière, Roux l'a toujours protégé. Il y a eu, par exemple, ses problèmes avec le gouverneur général Beau quand il était à Hanoï et qu'il lançait donc l'école de médecine, l'hôpital, le labo, etc. Et que Yersin n'était pas du tout d'accord avec les orientations que Beau voulait lui faire prendre. Eh bien, Roux, depuis Paris, a tout de même agi pour que Yersin accepte de quitter le poste sans esclandre et en lui donnant des responsabilités sur les instituts Pasteur de Nha Trang et de Saigon à ce moment-là. C'était l'ouverture vers une carrière plus
plus responsable, plus large, de responsabilité plus large en tout cas. Voilà, alors le troisième pasteurien dont je voulais parler, c'est Albert Calmette. Donc ils ont le même âge tous les deux. Ils ont des parcours un peu différents parce que Calmette a commencé par être militaire dans la marine, et alors que Yersin ne l'est devenu qu'après être chercheur, et il est devenu ensuite chercheur et a fait 3 mois de cours de microbiologie à l'Institut Pasteur en dernier trimestre 90, donc quand Yersin venait de partir. Donc ils ne se sont pas rencontrés. Ils ne se sont pas rencontrés à Paris, et ça va être à Saïgon, en février 91, quand Calmette aura été désigné et aura accepté de créer un centre de vaccination à Saïgon, que Pasteur lui a proposé d'assumer. Là, ils se sont rencontrés pour la première fois, donc c'est Roux qui avait prévenu Calmette en lui disant, vous savez, il y a Yersin, il est aux messageries maritimes, là, il passe souvent à Saïgon entre 2 bateaux, essayez de le voir. Ils se sont vus, et là aussi, le contact a été très positif, très rapidement. Voilà. Et malheureusement, Calmette aurait bien aimé le prendre avec lui à Saïgon pour créer cet institut, ce centre de vaccination, puisqu'il était tout seul, et il aurait été bien content d'avoir un autre pasteurien à ses côtés. Mais pour Alexandre Yersin, il n'en était pas question, évidemment. Il avait pour lui, il naviguait pour le moment, et il avait en tête les projets d'expédition. Il avait déjà donc fait la première expédition avortée, si vous vous souvenez, qui n'avait duré qu'une 8aine de jours, mais qui lui avait donné tout de même une expérience pour savoir qu'une expédition dans la chaîne anamitique sauvage et non pénétrée par les Blancs, disons, c'était quelque chose qui devait se mûrir. Voilà. Mais il lui avait tout de même dit, écoutez, si vous postuliez pour entrer dans le corps de santé des troupes coloniales, ça vous donnerait beaucoup de liberté. Et il a dû lui expliquer que lui, il était en détachement, etc., et qu'il pourrait poursuivre ses projets, mais que ça lui donnerait un statut. Voilà, parce qu'aux messageries maritimes, finalement, il avait l'intention de démissionner parce qu'il voulait faire ses expéditions d'explorateur, mais donc c'était pas un statut, ça. Et donc à ce moment-là, Yersin avait dit oui, merci du conseil, au revoir. Voilà. En fait, il déposera quelques mois plus tard sa demande auprès du docteur Treille qui coordonnait le corps de santé des troupes coloniales, et il a été admis, etc. Et c'est en décembre 92 qu'il est devenu médecin, je ne sais plus le grade, mais enfin un grade assez bas. Voilà. Alors, avec Calmette, qui rentrera à Paris, lui, assez rapidement, il restera, je crois, 3 ans seulement à Saïgon. Et il avait bien lancé le projet de centre de vaccination. Il aura des successeurs, bien sûr. Mais bien que retournant à Paris, il reste en contact avec Yersin. Et Yersin, à chaque séjour parisien, travaille avec lui, etc. Voilà. Alors, changeons un petit peu de contexte. On n'est plus dans le contexte professionnel, on est maintenant dans le contexte social, puisqu'il est immergé dans un pays qui lui est étranger, avec lequel il n'avait aucun lien antérieur. Alors là aussi, j'ai recueilli une phrase d'un de ses biographes, Noël Bernard, qui lui a succédé comme directeur de l'Institut Pasteur à Saïgon, donc il l'a bien connu, puisqu'ils ont été en contact. Voilà ce qu'il écrit. Yersin s'était attaché très rapidement aux anamites, comme on disait alors. Voilà. Noël Bernard écrit ça en 1953, je crois. Donc, et aux anamites de toutes les classes sociales.
leur aménité et leur politesse ancestrale raffinée l'avaient séduit. Voilà. Bon. Il dit par ailleurs, Yersin fut un véritable notable pour les habitants du village de pêcheurs. Il s'intéressait à eux, les soignait, les aidait, les protégeait. Et puis, lorsqu'il est allé dans les montagnes auprès des Moïse, eh bien, il a été accueilli, parfois très très bien, d'autres fois de façon plus agressive, mais enfin, en tout cas, il y a un village qui est le village de Msiao, où il est retourné d'ailleurs ultérieurement, etc. Et il avait de véritables relations, bon, qui évidemment c'était deux mondes complètement différents, mais il aimait bien le revoir. Et la deuxième fois où il est venu, Msiao a été assez brusque avec lui en lui disant « Mais vous venez tout seul ?» Il l'avait convié en fait avec l'idée qu'il reviendrait avec une armée ou un petit groupe de combattants de façon à l'aider, parce qu'il y avait des bagarres et des querelles entre villages incessantes, et Msiao avait l'intention d'utiliser Yersin pour que les soldats qui l'accompagneraient puissent vaincre les autres villages qui l'embêtaient. Voilà. Donc évidemment, Yersin lui a expliqué que ce n'était pas du tout son objectif, et en revanche qu'il était d'accord pour aller voir les gens des villages voisins avec qui il était en lutte. Et donc c'est ce qu'il a fait sur quelques semaines pour trouver des solutions et concilier des tribus qui étaient hostiles. Voilà. Alors, combien de temps est-ce que cela a duré, je ne sais pas, mais en tout cas, il a réussi à apaiser les choses un certain temps. J'ai repris cette imagerie d'un journal, qui est l'Indochine illustrée, je crois, dans lequel on voit la proximité de cet explorateur, si on peut dire, qui est accueilli donc dans un village Moïse, et il est accueilli avec tout le groupe autour de lui, et donc on lui fait probablement boire l'alcool de riz dans la jarre, etc., avec un bambou pour aspirer, etc. Donc je trouve que cette image reflète un peu les relations qu'il a pu avoir quand il était en pays Moïse. Alors là, on tombe dans des relations beaucoup plus froides, voire, enfin tendues, non, un petit peu tout de même parfois. Yersin était tellement modeste qu'il était gêné qu'on parle de lui. Et donc faire des articles où il voulait bien écrire des choses et envoyer des récits, mais des interviews, etc., ça ne lui plaisait pas du tout, parce qu'il voulait maîtriser ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on publie des choses... Voilà. Alors, voilà ce qu'il dit en tout cas. « Je ne tiens guère à ce que l'on parle de moi dans les journaux. Cela me met mal à l'aise. » Voilà. « On me prête des aventures que je n'ai jamais vécues. Les journalistes sont bien plus imaginatifs que moi. » Bon. Mais d'un autre côté, il a été en butte parfois avec des articles de journalistes qui émettaient des critiques à son égard, pas très gentilles, parfois accusatrices, etc. Et donc ça, ces médisances, etc., ça, il haussait les épaules, etc. Mais malgré tout, c'était un élément qui jouait dans son refus de contact plus étroit. Voilà. Alors maintenant, regardons un petit peu son attitude d'esprit vis-à-vis de la science. Bon. On pense que son attrait pour la science vient de l'enfance. Enfant, lorsqu'il était à Morges, la maison des figuiers, il avait exploré le grenier. On commence petit, avant d'aller loin, et il avait trouvé une caisse dans laquelle il y avait plein d'affaires de son père, qu'il n'a donc jamais connu, mais dont sa mère devait lui parler fréquemment, j'imagine.
Et dans cette caisse, il a trouvé pas mal de choses, dont des scalpels, des outils de dissection, puisque son père était entomologiste, si vous vous souvenez, et des carnets de dessins d'insectes, etc. Et donc très tôt, Yersin, Alexandre donc, s'est pris le goût de reproduire les dessins de son père. Donc il y a tout de même déjà quelque chose certainement qui l'a favorisé dans le goût pour l'expérimentation, l'observation d'abord, etc. Et ses qualités ont été remarquables parce que très tôt, il a écrit d'abord, il a une curiosité scientifique très large. Il avait un prof de physique qui leur avait fait faire un travail sur l'ozone, je crois, ou quelque chose comme ça, au lycée. Enfin, il était encore collégien ou lycéen. Et il avait fait un travail qui a semblé suffisamment satisfaisant pour que son prof le fasse publier dans la revue locale. Voilà. Mais il a très tôt été séduit par Pasteur. Avant même, je crois, mais là, il y a des supputations, mais pas des certitudes. Il a probablement lu une biographie qui était sortie peu de temps avant qu'il ne décide d'aller à Paris, puisque 1883. Il y a René Valéry Radaud qui a écrit une biographie à cette époque, c'est-à-dire Pasteur n'était pas encore mort, hein, c'est pas une biographie tardive. Voilà la couverture, Histoire d'un savant par un ignorant. Vous voyez, Valéry Radaud était d'une modestie lui aussi remarquable. Et donc dans cet ouvrage, il décrit la démarche d'observation, d'expérimentation, de validation que Pasteur avait développée et qu'il a inculqué à tous ses élèves. Donc ce livre-là, il est hautement probable qu'il le connaissait. Alors ensuite, il a démontré ses qualités dans l'application, à Paris déjà, sur la diphtérie, la tuberculose, mais ensuite alors à Hong Kong, quand il a découvert la bactérie responsable de la peste. Ses publications, c'est toujours parfait. Court, mais tout y est. Concision, précision, voilà. Et il n'oublie jamais, dans les conclusions, d'ouvrir les perspectives, dire on a trouvé ça, mais peut-être que ça permettrait de... Voilà. Alors, dans l'esprit scientifique, il y a également son intérêt pour tout ce qui naît. Bon, la fin du 19e siècle, début du 20e, c'est une explosion technologique, et il s'intéressait à tout ce qui paraissait, et il avait besoin de comprendre, mais également envie, dans certains domaines, de maîtriser, et pour maîtriser, il faut apprendre. Donc c'est un grand lecteur, il travaillait beaucoup sur l'écrit, mais également, il n'hésitait pas à aller voir les gens qui étaient susceptibles de lui apporter de l'information. Alors, quelle était l'attitude de Yersin vis-à-vis de la France, puisqu'il est né en Suisse, il était donc suisse. Certes, dans la lignée maternelle, il avait une grand-mère ou arrière-grand-mère, je ne sais plus, qui avait été dans la région de Montpellier et dont la famille avait fui lors des dragonnades, lors de la suppression de l'édit de Nantes. Les dragonnades de Louis XIV, là, à cette époque, faisaient beaucoup de dégâts, et donc là, toute la famille était partie en Suisse. Il y en a d'autres, hein, il y a pas mal d'autres familles qui ont eu le même parcours. Et donc ça lui a facilité la naturalisation parce qu'il a pu faire état de souches françaises anciennes. Alors il a eu des fonctions et des distinctions au sein de l'Institut Pasteur, directeur de l'Institut Pasteur de Nha Trang, qu'il a voulu créer, lui, et qu'on lui a autorisé à créer, et puis
de Saigon et de Nha Trang, et puis de l'ensemble des instituts Pasteur de l'Indochine, et ensuite comme inspecteur des établissements de l'Institut Pasteur d'Indochine. Il a reçu beaucoup de décorations. Bon, là, je n'en ai mis que quelques-unes. La première, ça a été les palmes académiques. Et alors là, il a une petite phrase auprès de sa mère en disant « ça me fait bien plaisir, mais bon, il relativise. Toujours le souci de la modestie. » Et il a été chevalier de la Légion d'honneur après sa découverte du bacille de la peste, comme chevalier d'abord, et puis donc il est monté en grade, et en 1939, il a été fait grand officier tout de même. Bon, il a appartenu à beaucoup de sociétés savantes françaises, Académie des sciences, Académie de médecine dans la branche des maladies coloniales, ou je ne sais plus exactement la branche exacte. Alors, qu'est-ce qui reste? Il a été oublié, complètement oublié, ou largement oublié en France. Il y a encore quelques lieux qui font état de son nom, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc à Paris, il y a une place, il y a quelques instituts, quelques établissements qui, en France, à Montpellier en particulier, etc. Et puis il y a eu aussi récemment, enfin en 2015, un navire océanographique qui a pris son nom. C'est un clean ship à propulsion électrique. Voilà, il est en vente, si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être... Donc la France n'a pas été extrêmement reconnaissante en dehors de la période où il a fait ses découvertes, etc. On a beaucoup parlé de lui et où il était célèbre. Mais après, c'est tombé dans l'oubli. Alors, la science microbiologique n'a pas été son seul centre d'intérêt. Et là, j'ai listé quelques-uns de ses intérêts. Bon, on va parler de certains, mais pas de tous, et puis de façon un peu rapide, parce que ce serait trop long. Alors, de toute façon, on peut le définir comme un autodidacte, parce qu'il n'a jamais été sur les bancs de l'université pour apprendre l'astronomie, ou la physique, ou la mécanique. Donc, c'est un autodidacte, mais un autodidacte sérieux, qui va au fond des choses, et qui en plus réussit. Alors, on va commencer par l'astronomie. Bon, la navigation, je n'en reparle pas, puisqu'on en avait parlé lors des explorations. Il avait appris à faire le point, etc., quand il était aux messageries maritimes, et ça lui a beaucoup servi ensuite, lors de ses explorations, pour établir des cartes, des relevés cartographiques de tous ces circuits et de toutes les régions qu'il a explorées, donc dans le sud de la Nam. Alors, venons-en à l'astronomie. Pourquoi s'est-il intéressé à l'astronomie? Alors, il a une phrase qui est intéressante. S'acharner à connaître les infiniment petits rend un peu ridicule de ne rien savoir des infiniment grands, dont tous les soirs je contemple l'éclat sur un secteur de la voûte céleste. Bon, alors, c'est un poète, en plus, mais c'est également un scientifique, et ça vous montre que explorer la voûte céleste, ça l'intéressait. Et évidemment, il n'allait pas faire ça en amateur non éclairé. Il a repris l'étude des maths, mais sérieusement, pendant 2 ans, il a bossé pour pouvoir faire les calculs, etc. Et puis quand en 1892, il a fait ce dernier trimestre 92, toutes les démarches, d'abord pour faire connaître ses premières explorations, et ensuite pour faire des démarches tous azimuts pour essayer de trouver des fonds, pour essayer d'obtenir des missions, etc. Et en même temps, entre ces entretiens intéressés pour son avenir, il a pris des cours à l'Observatoire Montsouris à Paris. Bon, c'est sérieux tout de même. Et puis, quand il est rentré à Nha Trang, eh bien, en 1908, il s'est fait construire sur le toit
de sa maison, vous vous souvenez, le bunker qu'il a augmenté en surface en faisant des galeries tout autour, d'où il pouvait regarder la mer, regarder l'estuaire. Il s'est fait construire une coupole d'observation, donc avec la rotation possible pour les différents secteurs du ciel, et il s'est équipé de 3 équipements, une grande lunette astronomique, Zeiss bien sûr, les meilleurs, d'une petite lunette méridienne, ne me demandez pas ce que c'est, moi je ne sais pas, mais vous le savez sûrement, et un astrolabe à prisme. Alors l'astrolabe à prisme, c'est quelque chose, une technique ancienne qui avait été oubliée, je crois, et puis qui était revenue à la mode à ce moment-là, ou tout au moins dans certains astronomes, et donc il s'est intéressé à cet appareil qu'il a acquis, qu'il a démonté, évidemment, pour regarder comment ça marchait, et qu'il a amélioré. Parce qu'évidemment, quand on s'intéresse à quelque chose, on a une envie, c'est que ce soit mieux. Et ses travaux, il a fait une communication à la Société d'astronomie pour parler de son astrolabe à prisme amélioré. Voilà. Alors, son travail est très sérieux, et donc, il a fait également des publications, par exemple, sur les occultations d'étoiles ou de planètes. Bon, là aussi, ça devait être intéressant pour que ce soit accepté dans la revue d'astronomie. Et puis, il a fait également des travaux pour comparer les résultats chiffrés, précis sur les angles, les angulations, la précision d'identification de la topographie d'une planète ou d'étoile, entre ces différents instruments dont il avait la maîtrise, et il a publié ces comparaisons de nouveau dans le bulletin d'astronomie. Voilà. Donc, il s'est intéressé sérieusement à l'astronomie. Ensuite, il y a bien d'autres choses. La physique, dont je vous ai dit, quand il était au lycée, il avait fait un travail sur l'ozone, et donc ça avait été intéressant, paraît-il. En Indochine, il a fait un travail sur les rayons infrarouges, qu'il a présenté à l'Institut d'optique de Paris. Il a fait également des études sur l'électricité atmosphérique, et là, il faisait avec des cerfs-volants. Il envoyait des cerfs-volants en l'air, il mesurait, je ne sais pas, c'est un travail de chercheur qu'on n'attend absolument pas d'un microbiologiste. Voilà. Alors la météorologie l'a beaucoup intéressé, là ça avait des retombées pratiques pour les pêcheurs du village, puisque ça lui permettait de donner quelques avis aux pêcheurs sur les risques qu'ils prenaient à prendre la mer. Et il a fait également, alors tout à fait à la fin de sa vie, dans les derniers mois de sa vie, il faisait des observations des marées en faisant des diagrammes. Il était sur sa terrasse avec ses jumelles. Il avait implanté dans la baie des échelles graduées, et depuis sa terrasse, il faisait des relevés avec les heures, les niveaux, etc., qu'il comparait avec les annuaires des marées japonais, dont il avait réussi à se faire transmettre des copies. Enfin, voilà. Et on a retrouvé Jacques Otto, qui est le médecin qui lui a succédé à Niatrang pendant une vingtaine d'années, qui a retrouvé dans ses archives les diagrammes qu'il avait déjà faits. Alors ils n'ont pas été publiés puisqu'il est mort. Mais ça montre son ouverture d'esprit et la recherche permanente. Alors, cette observation, il en parle d'ailleurs dans une lettre à l'amiral Decoux, 3 semaines avant son décès, il écrit une lettre chaleureuse à l'amiral Decoux, qui était donc gouverneur, et l'amiral Decoux avait beaucoup de respect pour lui, et ils échangeaient. Et donc cette lettre montre la qualité de leurs échanges, et il parle de tout ça, entre autres, parce qu'il y avait d'autres sujets de fourniture de graines à des gens qui le sollicitaient, des graines de quinquina. Voilà.
Alors, Yersin fut un grand voyageur. Vous vous en doutez, il travaillait en Indochine, mais il venait souvent à Paris, et puis on le sollicitait à droite ou à gauche dans le monde. Vous vous souvenez de Madagascar, vous vous souvenez de l'Inde, Bombay, le Gujarat, la Chine, etc. Donc, il a utilisé beaucoup les moyens maritimes, évidemment, 3-4 semaines, plutôt 4 semaines en général, de navigation, jusqu'à ce que l'avion arrive, mais ça, on va en parler un tout petit peu après. Alors, comme moyen de transport, la bicyclette a été son premier moyen de transport, mais qui est resté quelque chose qu'il a vraiment beaucoup aimé jusqu'à quelques mois avant son décès. En 1942, il a été, en novembre ou décembre, obligé d'accepter, de renoncer à sa bicyclette et de se faire transporter en pousse-pousse. Mais il n'aimait pas aller en pousse-pousse, je pense que sa modestie le lui interdisait. Donc la bicyclette, il a beaucoup aimé. À Paris, il en a acheté une qui lui a permis de découvrir Paris. Il a sillonné Paris sur sa bicyclette Peugeot. À Nha Trang, je ne sais pas ce qu'il avait comme bicyclette, mais pour aller à Suaguiao, au départ, c'était à bicyclette. Il prenait le cheval aussi. Bon, vous vous souvenez du récit pour aller visiter le plateau du Lang Biang. Alors, la voiture à cheval aussi. Il avait acheté une petite voiture à cheval aussi pour aller jusqu'à Suaguiao quand il devait être fatigué ou que le vélo était malade, peut-être. Et puis le pousse-pousse très, très rarement. Alors, l'automobile, ce fut pour lui une passion. Et vous imaginez que c'est le cas quand vous voyez le nombre de voitures qu'il a pu avoir en quelques années. Alors, la première qu'il a commandée, c'était en 1900, quand il était à Paris, à l'occasion d'un voyage à Paris. Il apprend à conduire d'abord. Il apprend à conduire. Et puis, il commande une voiture à chaudière, à vapeur, donc, Serpollet, 5 chevaux. Il aime beaucoup. Il a dû rencontrer Serpollet, qui était un type certainement très ouvert. Et puis, Yersin aime bien discuter avec les gens qui s'intéressent à fond à ces domaines. Et donc, sa Serpollet ne lui est arrivé qu'en 91. Évidemment, le transport prenait beaucoup de temps. Et puis, après, en 92, il est parti... en 1902, pardon, excusez-moi, il est parti à Hanoï. Et donc il a emporté à Hanoï sa Serpollet. Vous vous souvenez qu'il était très content de l'avoir, mais il était très content aussi d'en acheter une autre. Il en a acheté une 6 chevaux. Voilà. Ensuite, quand il est rentré à Nha Trang, il est rentré avec ses 2 Serpollets et il a acheté une voiturette Clément. Alors, vous voyez, la Serpollet, vous voyez le genre d'engin sur des pistes, je ne sais pas comment ça se comportait, je ne sais pas. Enfin, il y avait des grandes roues tout de même, donc ça, c'était peut-être pas mal. Et puis voilà, la voiturette Clément de 1901, donc là c'est vraiment un roman. Et puis ensuite, il est monté en puissance. Il y a eu une Serpollet 11 chevaux, il y a eu une Clément Bayard de 15, et puis enfin une Zèbre, parce que là, pour monter au Honba, il a fait construire la route, si vous vous souvenez. Mais la pente était tout de même en moyenne de 10%. Il fallait tout de même que la voiture soit capable de grimper celle-là. Mais alors, sa Zèbre, c'était une voiture fermée, à 4 places, c'était pas mal. Voilà, alors, la Serpollet, il y a un journaliste de Saigon qui était venu le voir, qui a fait ce petit dessin, et je trouve que c'est assez sympathique parce que ça a beaucoup d'humour. Vous voyez un peu l'attitude des passants
l'étonnement, la fuite, l'écartement. Voilà, c'était la première voiture, évidemment, que voyait la population. Alors, comme autre moyen de transport terrestre, il y en a eu d'autres. Vous voyez, un tricycle à alcool. Bon. Un canot à vapeur. Et donc, il emmenait des gens, des visiteurs, etc. Il les emmenait en mer avec son canot à vapeur. Et c'est Serpollet qui équipait ce canot. Voilà. Et puis, il a eu aussi une auto-chenille pour Suoyao. Une auto-chenille qu'il a récupérée, qui avait dû faire la guerre de 14. Bon, à un endroit, j'ai lu qu'elle avait peut-être été à Verdun, mais alors là, c'est sûrement faux. C'est certainement faux. Mais en tout cas, c'est une voiture, un véhicule, pardon, qu'il a récupéré, qu'il a complètement démonté, comme d'habitude, pour la remettre en état. Et elle a été utilisée donc dans l'exploitation de Suoyao. Enfin, oui, donc je précise que dès qu'il recevait un nouveau matériel, un nouvel équipement, de toute façon, il voulait comprendre comment ça se passait et il commençait par le démonter complètement. Et il en trouvait toujours des défauts, bon, ce qui à l'époque n'est pas trop surprenant, et il listait les défauts avec les propositions de correction. Alors il apportait lui-même les corrections à ses véhicules ou à ses équipements et il écrivait les listings de propositions aux constructeurs. Alors je ne sais pas ce que faisaient les constructeurs de ces recommandations, mais enfin ça montre un état d'esprit tout de même. Voilà. Alors tout son entourage disait oh là là, il va démonter ça, oh comment va-t-il s'en tirer? Il s'en tirait très bien puisque ça marchait même encore mieux. Pour le démarrage, sa Serpollet trouvait qu'elle démarrait mal, etc. Enfin, il avait trouvé des astuces pour que ça démarre mieux. Voilà. Me voilà ingénieur, écrit-il un jour à sa mère dans une de ses lettres. Alors le chemin de fer, il n'en parle pas beaucoup, même pas du tout, mais on sait qu'il l'utilisait pour aller de Saigon à Nha Trang quand la voie a été ouverte en 1910. C'était pas le trans-vietnamien qui ne s'était pas encore terminé, mais le tronçon entre Saigon et Nha Trang existait, et donc plutôt que de passer par la mer, qui était tout de même un peu plus long, le chemin de fer c'était pas mal. Alors l'aviation, évidemment, ça ne pouvait que le séduire. Lui, amateur de tout ce qui arrive comme nouveauté. Alors d'abord, baptême de l'air en 1910. Et à ce moment-là, il a commencé à dire « mais c'est formidable ça, ce serait bien pour aller à Hanoï, etc. Ce serait pas mal si j'avais ça ». Et il a été en discussion avec un des constructeurs, je ne sais pas lequel, pour éventuellement acheter un avion. Mais il a renoncé après-guerre, il a renoncé. Je pense que c'était sage, mais il a dit qu'il ne voyait pas où est-ce qu'il pourrait installer une piste d'atterrissage à Nha Trang. Voilà. Bon. Alors, il a été évidemment l'un des premiers usagers du Saigon-Paris en 1934. Même, c'est peut-être le premier. Enfin, le premier vol, c'était un Potez 62. Je vous montrerai le Potez 62 en haut à gauche, voilà. Et le voyage durait tout de même à peu près une semaine ou un peu moins. Et puis le dernier trajet, eh bien, c'est juste avant l'arrivée des Allemands. Ça chauffait assez fort. Il était venu pour un conseil scientifique et donc il a pris le dernier vol de retour sur l'Indochine. Alors, était-ce un hydravion, comme le suggère Patrick Deville dans Peste et choléra, puisque ça sert de trame un petit peu à son roman, mais là je pense que c'est une imagination de romancier, car on a plutôt
la notion que c'était sur un Devoitine D338 parce qu'on a un article d'un journaliste qui l'a accueilli à Saigon à l'arrivée et dans lequel il est fait état que c'était un Devoitine D338. Trimoteur, 12 passagers. Voilà. Alors l'hydravion LEOH 242, il a dû l'utiliser parce que c'est un avion d'Air France qui a fait la ligne un peu plus tard, hein, c'est pas au début, mais qui a fait la ligne. Et il est probable qu'il l'a utilisé certaines fois. Voilà. Alors, un exemple de l'enthousiaste qu'il est, un journaliste à son arrivée le 19 juin 1935, donc c'était un an après le début des vols commerciaux, il répond l'interrogation du journaliste. Fatigué, pas le moins du monde, l'avion est un merveilleux moyen de transport, c'est d'un confortable dont vous n'avez pas l'idée. Voilà, c'est un enthousiaste, vraiment. Alors je vous montre la ligne, ça c'est sur le site d'Air France, hein, la ligne qui part de Paris. Alors il y a deux possibilités, hein. Il y en avait une qui passait par Benghazi, une autre qui passait par... oui, il y a quelques erreurs dans le... ça c'est l'intelligence artificielle. Hein. Pour la cartographie, là, franchement... enfin, c'est sur le site d'Air France, ils n'ont pas osé corriger. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà. Et l'hydravion dont il est fait état dans le roman de Patrick Deville, c'est celui-là. Voilà, alors la photo, là ça vaut la peine tout de même de se pencher un petit peu. La photo, ça a été quelque chose qui a vraiment compté pour lui et pendant toute sa carrière. Alors au début, c'est Calmette qui lui a prêté un appareil. Calmette à Saigon lui prête un premier appareil, et c'est probablement avec ce premier appareil de Calmette qu'il a pris les premières photos de sa première expédition, les 150 photos qu'il a prises. Et puis il y a également le chancelier de... alors comment prononce-t-on là, je ne sais pas, Quignon, peut-être, enfin je ne sais pas, qui lui a prêté un autre appareil aussi. Et puis, quand il a été à Paris, en même temps que l'astronomie, les mathématiques, etc., il a appris aussi la photo professionnelle auprès du photographe de l'Institut Pasteur. Et il a appris comment les prises de vue, le développement, etc., tout ce qu'il fallait. Voilà. Alors, on sait qu'en 1995, il a acheté lui-même des appareils, et dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, il voulait absolument le tester. Alors, photo jumelle. Là, c'est un peu obscur pour moi, je ne sais pas si c'est... j'ai eu des écrits contradictoires sur l'objectif Et en 1913, il s'est intéressé également aux prises de vue stéréographiques. Voilà. Un peu comme Albert Kahn. Hein. Albert Kahn, même époque, il s'est intéressé à la stéréophoto. Voilà. Et au musée Albert Kahn, il y a d'excellentes photos, notamment de Chine, Japon, etc. On regarde avec... voilà. La photo couleur, dès que c'est apparu, il a essayé, évidemment. Et ces photos, ce n'était pas pour rien. Il les prenait parce que ça lui permettait d'illustrer ses conférences. Et on a l'exemple, en décembre 1992, avant de rentrer en Indochine, après toutes ces négociations pour trouver des soutiens financiers et des missions, etc., et toutes ces formations, on a là, j'ai la trace d'une des conférences qu'il a faites. Il en a fait beaucoup à Paris, hein, mais une à Morges, voilà, à la grande salle du casino, et il spécifie projection lumineuse. Voilà. Alors, au cours de ses explorations, il a pris énormément de photos, enfin pour l'époque, c'est énormément. C'est-à-dire quand on dit 150 photos pour son premier circuit de Nha Trang vers l'ouest, là, c'est pas beaucoup pour nous qui avons l'habitude de faire des quantités de photos. Mais à l'époque, c'était tout de même beaucoup, et d'autant plus qu'il faisait les tirages lui-même en général. Alors, je pense que les tirages, il les faisait une fois rentré, j'imagine.
mais les plaques et tout, je ne sais pas comment il se débrouillait. Bon, certes, il avait tout de même des porteurs, il avait 50 porteurs qui portaient du matériel, donc il y en avait un peut-être qui était spécialisé pour transporter les plaques, je ne sais pas. Mais tout au long de sa vie au Vietnam, il a pris des photos. Alors les photos de ses maisons, bien sûr, de ses habitations, des stations d'exploitation, mais aussi de ses fleurs, les orchidées, on va en parler, des serres, les jardins, les poules, les animaux. Voilà. Alors que dit-il dans une lettre en 92, donc tout début tout de même de son séjour au Vietnam? Il écrit à sa mère en lui disant « J'ai essayé de faire quelques photos de photographie à bord ». Bon, il fallait s'occuper tout de même, hein. Un mois de voyage, il faut s'occuper. Et je t'envoie la moins mauvaise qui représente un voilier dans le détroit de Messine. Alors, c'est vraiment la photo qu'il a prise dans le détroit de Messine. Voilà, on la trouve dans les cartons de l'Institut Pasteur. Voilà. Alors, j'espère t'envoyer mieux depuis Aden. Tout cela me distrait et fait passer le temps. Voilà. Bon, alors quelque chose qui va vous parler tout de même, pour des Pyrénéens, Yersin et la montagne, le goût de la montagne, le goût des excursions. Dès son enfance, il aimait contempler, c'est un contemplatif. Et donc il parle dans une lettre à sa sœur qu'il a rejoint sa soupente. Bon, ça montre, soupente, ça montre qu'il était tout de même, sa chambre était sous les toits. C'est peut-être pour ça qu'il en voulait aux pensionnaires de sa mère. Mais il décrit, il dit qu'il a pu contempler le paysage depuis la fenêtre de sa soupente sur le lac, les montagnes. Voilà. Donc, la sensibilité au paysage, il l'a eu très précocement. Alors en Indochine, évidemment, là, il documentait. Il a fait des photos documentaires, bien sûr, mais il décrivait aussi, de façon parfois assez poétique, les paysages qu'il rencontrait. Et même après, lorsqu'il ne faisait plus d'exploration, comme il l'a fait les 3-4 premières années, il continuait à faire des excursions. Il se faisait accompagner souvent par quelqu'un qui travaillait avec lui à Suagao pour monter sur toutes les montagnes alentours. Alors vous avez vu le paysage au Romba, il y en a tout autour des montagnes, et je crois qu'il essayait de les faire toutes. Et bien sûr, il fallait absolument qu'il enregistre tout. Il avait des carnets de route dans lesquels il écrivait. Alors il dessinait aussi, voilà, alors un paysage, bon c'est assez grossier, mais quand on est en excursion, etc., c'est tout de même en couleur, au crayon de couleur et au crayon noir, sur son calepin. Voilà. Et vous allez voir après, voilà ce qu'il tenait à jour comme carnet. Bon, j'ai pris deux pages au hasard, mais vous voyez qu'il répertorie. Là c'est un répertoire qu'il fait, hein, un répertoire année 2017, année 2018. Non, c'est un simple répertoire. Mais là, ici, il décrit en détail excursion au Talot. Alors, telle date, campement, etc. Et 5 minutes là, telle altitude, tel temps, tel délai, tel... Voilà. Un acharné. Bon. Et puis, il y a encore d'autres choses. Bon, soyez rassurés, j'arrive au bout. Les jardins, les fleurs, il aimait. Il aimait vraiment passionnément. Et les massifs floraux, les plantations, en dehors même de tout ce qu'il a fait d'entrepreneurial pour les EVA, la quinine, la production de quinine, etc. Par passion simplement pour la beauté de ce qui l'entoure, et il aimait faire des jardins. Des jardins, il en a fait autour de sa maison, il en a fait à Suagdiao, il en a fait au Rondba, un paysage jardin alpin, si vous vous souvenez. Voilà. Et il photographiait, etc. Il n'était pas le seul à s'intéresser à tout ça. Il y a eu l'épouse britannique d'un de ses assistants au début du XXe siècle,
Madame Vassal, Germaine Vassal, qui aimait beaucoup les fleurs et les jardins, et qui avait d'ailleurs créé un jardin, puisque les maisons des coloniaux étaient au bord de la mer, et il y avait devant les maisons, c'était du sable. Elle a fait venir des charrettes et des charrettes de terre arable pour y implanter un jardin. Et ça a donné des idées à Yersin, probablement. On n'en a pas la preuve parce qu'il ne le dit pas, et elle ne le dit pas non plus dans son bouquin, dans ses mémoires, mais il a fait lui aussi des jardins autour de sa maison, et probablement que l'influence de Madame Vassal y a été pour quelque chose. Les orchidées, c'est une fascination pour lui, et il a construit une grande serre, vous la voyez là, hein, c'est pas une petite serre de rien du tout, une grande serre pour collectionner. Il en a fait, alors d'abord il en récupérait de toute la région, et puis il en a fait venir d'un peu partout dans le monde. Il avait une très belle collection qui malheureusement a disparu. Et il partageait cette passion également avec Paul-Louis Simon, qui lui a succédé donc en Inde lors de l'épidémie de peste, et qui est devenu ultérieurement directeur de l'Institut Pasteur de Saïgon. Après d'autres postes bien sûr. Mais cette passion, tous les deux, se renforçait certainement, et ça devait être un sujet de discussion entre eux, de photos également, et Paul-Louis Simon a fait faire plusieurs centaines, 350 ou plus de 350 aquarelles. C'est pas lui-même qui les faisait, mais il les a fait faire par des artistes, dont vous avez ici un exemple. Ça, c'est vraiment une aquarelle que Paul-Louis Simon a fait faire. Voilà. Alors, les vergers également, etc. Terminons par les oiseaux et les poules. Alors, au départ, il ne s'intéressait absolument pas aux poules, mais sa sœur Émilie, après le décès de leur mère, a dû quitter la maison des Figuiers, a acheté une maison sur les coteaux qui surplombent le lac Léman, et avec un grand terrain. Alors vous voyez là la maison qui s'appelle Bellevue, je crois, et un petit poulailler ou un petit abri. Bon, et ça c'est sa sœur, hein, c'est sa sœur qui est là. Et donc sa sœur, dans ce qu'elle écrit à Alexandre, lui demande des conseils, lui dit j'aimerais faire un élevage de poules. Alors lui dit mais non, ne te lance pas dans un truc pareil, tu vas te planter. Il disait pas ça de cette manière, mais donc il a essayé de la décourager, puis voyant qu'en fait elle était aussi tenace que lui quand elle avait une idée, et qu'elle développait son élevage, qu'elle s'y intéressait d'une façon scientifique, en faisant des relevés, en faisant des croisements, en faisant des études sur l'alimentation, etc. Suffisamment de travaux pour qu'elle ait écrit 4 articles dans une revue qui s'appelle La vie à la campagne. La vie à la campagne, du secteur du Pays de Vaud. Bon. Et du coup, il s'y est intéressé lui aussi. Il s'est intéressé jusqu'à faire lui-même un élevage et faire lui-même des travaux. Évidemment, il ne peut pas s'occuper de poules sans travailler dessus. Faire des croisements avec des poules suisses, plusieurs, hein, il a essayé plusieurs espèces, plusieurs races, etc., pour améliorer les races locales, qui étaient des petites poulettes minuscules qui devaient certainement avoir pas beaucoup de viande et des tout petits œufs. Et donc lui s'est acharné à créer une nouvelle race là-bas, une nouvelle race, pour améliorer la taille des poules et la taille de leurs œufs. Bon, voilà, on ne se refait pas. On ne se refait pas. Il aimait aussi les oiseaux, et notamment les perruches et les perroquets. Et il s'est fait faire dans son jardin à la Pointe des Pêcheurs une grande volière, mais également à Suoyao, où il y avait une volière qui faisait 30 mètres, je crois. Donc,
Voilà. On ne fait rien à moitié quand on aime. Alors les derniers mois de Yersin se sont passés à Nha Trang, donc il commençait à être de plus en plus fatigué. En décembre 1942, il ne pouvait plus utiliser le vélo, mais il continuait à travailler sur sa terrasse pour ses relevés de marée, etc., à lire, il lisait toujours beaucoup, à traduire les classiques grecs et latins, Platon, Virgile, etc. Et il avait, je pense, on a retrouvé beaucoup de livres de la collection Budé, où vous savez c'est une collection qui met le texte grec ou latin sur une page et la traduction de l'autre. Et lui cachait la traduction et mettait des feuilles intercalaires pour mettre sa traduction et comparer ensuite avec la traduction de... Voilà. Bon, il avait été formé à l'école, hein. Il avait fait du latin et du grec, bien entendu, au lycée. Voilà. Alors, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé, et il est mort le 1er mars 1943, dans la nuit, tranquillement. Jacques Otto, son successeur à Nha Trang, l'assistait et a écrit dans le détail ses derniers moments. Il avait écrit un testament dans lequel il demandait d'avoir une cérémonie extrêmement simple. On n'en attend pas moins de lui. Donc il a eu un hommage funéraire silencieux mais très émouvant, avec tout le village qui était présent. Les pêcheurs ne sont pas sortis en mer ce jour-là et sont venus à la cérémonie. Il y avait les représentants officiels, bien entendu, des différents instituts, mais également, donc ses anciens élèves de Dalat également. Donc les gens lui étaient très reconnaissants. Et il a été enterré à Suogyao, sur une petite colline qui surplombe la rivière et l'exploitation. Et vous voyez qu'ils lui ont... Il y a donc une stèle, une dalle, une stèle, et un espèce de mini pagodon où on peut faire brûler de l'encens, mettre des fleurs, etc., avec des cérémonies qui peuvent se faire. Donc il a eu évidemment tout le cérémonial pour les 40 jours, je crois, après le décès. Enfin, bon. Voilà. Alors, il avait écrit un testament en 1938, vous voyez, donc il prenait les devants. Et on voit sa générosité et le souci qu'il a des autres et des gens avec qui il a travaillé. Bon, alors, je lègue à mon neveu Adolphe, qui était professeur au collège d'Aubonne, donc la famille est restée implantée donc, dans le pays de Vaud, tout ce que je possède, etc. Bon, je lègue à l'Institut Pasteur d'Indochine, hein, pas l'Institut Pasteur dans son ensemble, l'Institut Pasteur d'Indochine, les immeubles que j'ai fait construire, parce que beaucoup des choses qu'il a fait construire, c'était de ses fonds propres. Et tous mes appareils, alors là je l'ai mis en italique parce que je n'ai pas mis la phrase complète, mais tous ces appareils, alors il décrit les lunettes, les ceci, les cela, et toute sa bibliothèque qui était très importante, très abondante. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est « Je désirerais qu'il soit attribué à mes vieux et fidèles serviteurs anamites des pensions viagères provenant d'intérêts d'un bon à échéance que j'ai pris dans ce but, à la Hong Kong Shanghai Bank. » Donc, il avait prévu à l'avance qu'il était bien, souhaitable, nécessaire, d'aider les gens qui l'ont aidé lui-même. Voilà, en leur faisant un fonds, en leur créant... voilà. Et il a cité nommément ses 6 plus proches serviteurs, dont celui qui s'occupait de la volière des oiseaux. Voilà. Et il dit en dernier lieu, je désirerais être enterré simplement, sans aucun appareil ni discours, point. Voilà. Alors, il est vénéré. Ces quelques photos vous en font la démonstration. Dans les lieux privés, le petit hôtel pour prier est là. Les cérémonies
public. Vous voyez le petit pagodon qu'on voyait tout à l'heure régulièrement. Les artistes locaux n'hésitent pas, vous voyez, là, elle est ici. Et puis, les cérémonies vraiment sérieuses. Le Vietnam, lui, est resté vraiment reconnaissant. Reconnaissant par, alors, vous voyez, cette photo, c'est face à la mer, face à la baie de Nha Trang. Les rues, voilà. Là, je pense que c'est à Saigon, probablement. Et puis les timbres, etc. Et il a été fait citoyen d'honneur du Vietnam en 2014. Il y a un musée Yersin à Nha Trang. Il y en a un nouveau qui va être construit aussi. J'ai lu qu'il y a un nouveau musée qui a été décidé il y a quelques mois. Alors, en France, c'est beaucoup plus restreint. Bon, il y a une place dans le 13e. Il y a eu quelques timbres à l'occasion d'anniversaires, etc. Il y a une association des Amis de Dalat, hein, avec le sigle que vous voyez ici, avec un site internet qui est bien fourni, beaucoup d'informations dessus. Et en Suisse, à Morges en particulier, il y a régulièrement des expositions ou des choses. Il y a eu des expositions faites sur les photographies de Yersin, sur ceci, sur cela. Voilà, alors, comment conclure? C'est difficile de conclure. Alors, j'ai écrit ça. Bon, Yersin, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Il nous séduit par bien des aspects. Ses qualités de médecin, bien sûr, de ce médecin chercheur scientifique, en plus, par les découvertes microbiologiques qu'il a faites, hein, n'oublions pas, diphtérie, peste, tuberculose. Il nous séduit aussi parce que c'est un homme d'une simplicité incroyable, qui ne cherche pas à briller, qui ne cherche pas les honneurs, et qui accepte tout de même les honneurs, mais en reconnaissant la relativité des choses. Il nous séduit aussi parce qu'il a été courageux, qu'il a été tenace, et quand il avait une idée, il la poursuivait pour son accomplissement. Et puis il nous séduit parce qu'il est d'une curiosité incroyable. Ce n'est pas un touche-à-tout. Certains ont voulu le discréditer en disant c'est un touche-à-tout. Non, ce n'est pas un touche-à-tout. C'est un pluridisciplinaire. C'est tout de même autre chose. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à un sujet, il s'y penche, il lit, il s'informe, il visite, il développe, il travaille, il expérimente, il publie. C'est donc pas un amateur. Il nous séduit aussi parce qu'il a le cœur sur la main par rapport aux populations, etc. Mais il le cache sous une apparence de distance, par timidité probablement. Il est en revanche extrêmement sensible, on l'a vu dans certains des textes qu'il a écrits, pour écrire des choses tout de même. Dans l'écrit, ça passe peut-être plus facilement que dans l'oral. Alors, ce fut globalement un grand homme de la fin du XIXe siècle, ce siècle en pleine ébullition et évolution, et début du XXe, avec le progrès technique qui évidemment entraînait beaucoup de bouleversements, et grosso modo, on peut dire que c'est un personnage romanesque. Mais ce n'est pas un roman, sa vie n'est pas un roman. Il a été utilisé par des romanciers, mais sa vie est une réalité concrète. Voilà. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.